Venez voir l'usine. Alors en résumé, là c'est l'écurie. Là c'est la maison familiale. Et là c'est là qu'on a démarré. Et là il y avait donc 2 vaches, il y avait des cochons, il y avait un cheval qui avait d'ailleurs qu'un œil qui était borgne. Et il y avait des poules ici dans le coin. Et une anecdote un peu triste. Quand j'ai donc commencé l'usine là, mon père a vendu son cheval. Et c'est la seule fois où j'ai vu pleurer mon père. Il a versé des larmes quand il a vu son cheval partir. Daniel, t'arrives? Attends, je machine, mon ami, là. C'est bon, ça rapetissait depuis, hein. C'était une époque où tout le monde faisait du décolletage. Il n'y avait même plus de coiffeurs, plus de bouchers. Tout le monde vendait pour faire du décolletage. Moi, je me rappelle, j'avais encore des cheveux, j'allais chez le coiffeur, il m'avait dit « Viens pas m'emmerder, j'ai mes machines d'arrêter, il faut d'abord que j'arrête ce métier un jour. » C'était un peu marrant. En 70, il n'y avait pas la concurrence mondiale. Hein. Quand on travaillait pour Renault et tous nos Peugeot et compagnie, ils n'avaient que les décolleteurs du coin. Aujourd'hui, ils ont les décolleteurs du monde entier et puis tous les équipementiers du monde. Donc là, c'était assez facile. Hein. Connaître un de mes plus anciens ouvriers. Salut Dupont. D'accord, ça va plus. Ça va et toi? Ça va, ça fait un moment que je t'ai pas vu. C'est un des seuls ouvriers qui me tutoie, ça. Qu'est-ce que ça fait hier? Rien. Ah, t'as une nouvelle femme alors? J'ai arrêté la machine là, non? Voilà, disons que l'on part de barres de décolletage comme ça. Donc, ces pièces vont dans la direction assistée de freinage. C'est très précis, à 1/100 près sur le diamètre extérieur. En fait, donc, le décolletage, c'est un peu ça. On part de barre et on fait tourner la barre, mettons-la à 3000 tours minute. Et avec des outils, on vient faire le collet, ce qu'on appelle le décolletage. Moi, je dis que c'est du tournage automatique par enlèvement de copeaux. La vallée de l'Arve représente 65% de l'industrie du décolletage français. Et ceci donc représente donc une très grande part, et c'est la plus grande concentration mondiale que l'on puisse connaître. Aujourd'hui, ce sont près de 12 000 salariés qui travaillent dans les 500 entreprises de décolletage de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. De l'atelier de 3 ou 4 personnes à l'usine de 500 ouvriers, partout la précision et la technologie sont présentes pour fournir en pièces de mécanique des marchés tels que l'automobile, l'aérospatial, l'armement ou le médical. Le décolletage prend sa source dans l'horlogerie. Il y a plus de 2 siècles, les horlogers suisses tout proches faisaient fabriquer aux paysans de la vallée durant l'hiver des petits rouages. Avec la révolution industrielle, les ateliers grandissent, les paysans s'industrialisent, le décolletage est né. Ce qui est très drôle, c'est que ça commence par l'entreprise familiale, ça grossit gentiment, et puis ça rencontre des gros donneurs d'ordre, ça grossit encore plus. Et à travers ce petit groupe d'entreprises, on peut lire en quelque sorte, en concentré, toute l'histoire du capitalisme, et particulièrement son histoire récente, avec s'y projettent tous les grands phénomènes qu'on regroupe sous la catégorie de mondialisation. Et le plus typique dans cette affaire, c'est que c'est la réussite même de ces entreprises qui se sont sorties de l'étape familiale pour devenir des entreprises déjà d'une taille conséquente. C'est leur réussite même qui va commencer à créer le début de leurs ennuis. Dans les années 80, le rapport de force s'inverse. Les sous-traitants que sont les décolleteurs retrouvent leur place originelle. Le marché automobile représente la grosse part de l'activité. Conscients de leur suprématie, les constructeurs de voitures dictent leurs règles
Ils divisent leur nombre de fournisseurs par 4. Pour les PME de la vallée, il faut apparaître plus gros si l'on veut rester dans la course. Alors, on se regroupe. Beaucoup lâchent prise. Les donneurs d'ordre imposent des baisses de prix systématiques. Les taux se resserrent d'autant plus vite qu'on impose en même temps des normes de qualité drastiques. Dès le début des années 90, les plus gros décolteurs se rendent compte qu'il faut se sortir de ce rapport de force défavorable avec leurs clients. Il faut gagner de la plus-value ailleurs. Yves Bontaz décide d'assembler plusieurs pièces de décolletage afin de créer ses propres sous-ensembles. Bontaz Centre n'est plus simple sous-traitant, mais devient équipementier automobile. Le montage ainsi que le contrôle permettant de garantir le zéro défaut de ces sous-ensembles nécessite beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée. La conclusion devient tristement évidente, il faut assembler et contrôler là où la main-d'œuvre est bon marché. C'est vrai qu'il ne faut pas se cacher la voile. On cherchait des économies sur la main-d'œuvre. J'ai pris un compas, j'ai mis 600 km autour de Genève. J'ai trouvé Brest, Biarritz et j'ai trouvé Pilsen. Est-ce que c'est difficile d'aller s'implanter les fonds? C'est très facile. On va dans une chambre du commerce, tout le monde nous fait des courbettes pour s'installer. Après, vous allez voir un avocat, il crée une société, c'est absolument nul. Tout le monde peut faire ça en une journée. On va rentrer. Encore une usine. Encore une usine de plus. En République tchèque, donc. Voilà. Bonjour Yana, ça va? Merci. Vous êtes belle aujourd'hui. C'est notre responsable du personnel, Yana. Bonjour, enchantée. Bonjour. Je ne sais pas combien elle est payée, mais bien. Ah, voilà Olivier. Moi, j'ai fait un logiciel qu'on appelait entre guillemets Prague et qui comparait toutes les productions du même type. Par exemple, toutes les préparations sertissage, les assemblages butés, les contrôles finaux. Tout ça, on y avait mis. Est-ce que tu t'en sers? Ça, non, pas trop. Hein. Ben, en somme, ce qu'on fait surtout, nous on fait plutôt des comparatifs sur les 10 meilleures opératrices par phase. En plus, on a des ouvrières pilotes, donc en fait pour vérifier en fait si les valeurs sont bonnes, on met ces bonnes ouvrières en fait sur ce poste avec un chrono et on relève la moyenne. Mais nous, on ne fait pas ça pour gagner plus d'argent, on fait ça parce qu'on est en compétition actuellement avec le monde entier, que ce soit la Chine, le Brésil, des salaires encore plus faibles, et on est obligé, pour bien faire notre boulot, de gérer ces affaires de production. J'avoue qu'en ayant un peu de l'avance sur les autres, en disant que la lutte économique serait serrée, que c'était bon d'avoir, même pour préserver le site français, toutes les opérations simples d'assemblage, on les ferait dans ces pays. Même des pièces à trier à Marna, on ne les trie plus à Marna, on les fait trier là. C'est vrai que la République tchèque prend un petit peu de boulot à la France maintenant, de par de sa logistique.
Parce que les clients, les Allemands, ils sont à côté de chez nous là et on ne va pas ramener les pièces à Marna. On les livre en direct. Les Américains, quand ils ont homologué le site final de la Tchéquie, ils ont dit plus question que vous rameniez les pièces en France. On a homologué le site tchèque. Elles sont finies en Tchéquie, vous les enverrez de Tchéquie. Mais bon, comme nous, on est à 600 km à vol d'oiseau et qu'on pense que le monde est pareil, moi, un Tchèque, un Français, pour moi, c'est pareil. C'est des hommes. Je vois tout ce monde-là, ça me met un peu le trac. Toutes ces personnes qui travaillent chez moi. Ben, il fait beau aujourd'hui. C'est des responsabilités. 300 ici, 300 Si mon père voyait ça. Lui qui était agriculteur. Là, on est donc chez Enrico, c'était repris par Bank of America, un fonds de pension américain. Il y a César Roarchex à côté aussi, qui a été repris par la même banque. Et là, il y a Bouvra, qui a été repris par Elite. Super décolletage, une petite entreprise là, qui a été vendue à des Italiens. Alors là, donc, on arrive sur Marna, il y a Eurodec, donc le groupe qui a été repris. Il y a après Timken, qui a été racheté à Mardax. Là, il y a Bonta Centre chez nous, une des dernières entreprises à majorité familiale. J'ai quand même voulu garder 54%, mais l'avenir, je ne peux pas le dire. Je donne un coup d'œil, voir si ça bosse, ouais, c'est bon. Ça, donc, c'est l'usine Bouvra qui est venue au Tocam et qui va fermer avec ses 80 licenciements dans quelques jours. Donc, Autocam, c'est donc les fonds de pension américains qui ont racheté Franck Épinard. En 6 ans, toutes les plus grosses entreprises de la vallée ont été rachetées par des financiers, principalement anglo-saxons. Ils réalisent aujourd'hui 38% du chiffre d'affaires total. Bontas Centre reste la dernière grande entreprise à capital majoritairement familial. Pour l'instant. Alors comme ça, c'est vous qui avez abandonné Franck Épinard et qui l'avez vendu aux Américains, c'est ça? Oui, j'ai déjà l'impression que j'ai abandonné lâchement. Mais oui, en 98, on a vendu l'entreprise au groupe Autocam. Monsieur Kilvasseur nous disait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une entreprise familiale, ne craignez rien, il faut faire des concessions, mais bon, c'est penser à nos enfants, penser à beaucoup de choses. On a eu une réunion annuelle nous disant écoutez, il n'y a pas de problème, l'entreprise va bien, on ne vend pas. Et 6 mois plus tard, oh bah tiens, Monsieur Kilvasseur vend l'entreprise à des actionnaires américains. On est passé d'une maison de famille à un orphelinat. Pour bien résumer les choses, voilà, c'est exactement ça. De la maison de famille avec Monsieur Kilvasseur à l'orphelinat aujourd'hui avec le groupe Autocam. En gros, on a perdu quand même une grande partie de notre autonomie de décision qu'on avait avant dans les entreprises familiales. Vous aviez le patron qui était à côté de vous puis qui décidait avec ses collaborateurs, quoi. Et là, tout ça maintenant, on l'a quand même perdu. On l'a perdu, les décisions se prennent plutôt à 6000 km du côté de Chicago plutôt qu'ici, quoi. En rachetant 2 des plus belles entreprises de la vallée, Franck Épinard et Bouvra Industries, le groupe Autocam, détenu par des financiers américains, est un cas d'école dans la gestion financière d'une entreprise industrielle. Franck Épinard, Autocam, bonjour. Acheté en 1998, 4 ans plus tard, le groupe Autocam est revendu 2 fois plus cher à d'autres financiers américains. 200 millions de dollars de plus-value qui vont dans la poche des anciens actionnaires. Pour payer le rachat, les nouveaux acquéreurs ne sortent pas l'argent de leur poche, mais font un prêt remboursé par l'entreprise elle-même. De fait, l'entreprise se rachète à elle-même, et par conséquent, s'appauvrit d'autant. L'investissement machine diminue. 2 ans plus tard, le premier plan social est annoncé chez Bouvra.
Un fonds d'investissement rentre dans le capital d'une entreprise industrielle telle que ces entreprises de décolletage. L'actionnaire va siphonner les profits, non pas pour le réinvestissement, mais simplement pour la rentabilité financière, le remboursement de la dette éventuellement lorsqu'on a acheté l'entreprise par emprunt, etc., etc. Et c'est autant de moins pour l'investissement industriel. À telle enseigne qu'on en arrive à des situations où ce capitalisme financier qui est réputé moderne, décoiffant, efficace, aboutit à des situations de sous-investissement, c'est-à-dire d'empêchement du rythme de l'innovation, du progrès technique et du développement industriel. C'est pas facile, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Monsieur Kilvasseur, il n'avait pas de dette à rembourser à des fonds de pension. Donc tous les ans, il réinvestissait à hauteur de 12 à 15% de son chiffre d'affaires dans des machines neuves. C'est ce qui a fait la force de l'entreprise. Voilà. Et nous maintenant, on est plutôt dans des ratios autour de 5% quoi, de rachat de machines. Et donc, ce qui fait que pour les nouvelles pièces, c'est vraiment très très dur à développer. On nous dit qu'on dépense 5 millions d'euros tous les ans dans des machines, des trucs comme ça. Nous, on en voit passer de moins en moins. Les machines, maintenant, ils les achètent plus, ils les louent. Et à ce moment-là, ça ne se voit pas dans les investissements, quoi. On arrive toujours à se débrouiller, à trouver des solutions comme ça. Il faut toujours se débrouiller, de toute façon, c'est... Là, en fait, on a ce qu'on appelle cette pièce-là, une pièce une input shaft. Et ça, c'est pour de la direction assistée électrique de voiture, qu'on risquera de perdre dans quelques années, parce qu'on a un Coréen qui est en train de nous faire concurrence sur ce genre de produit. Le raisonnement financier aujourd'hui, c'est il faut que j'en mette toujours un peu moins d'argent pour en récupérer toujours un peu plus. Pour pas lâcher du pognon, ils vous posent des questions. Est-ce que vous avez bien calculé le retour sur investissement de telle ligne quel est le coût? Vous avez bien regardé si c'était les bonnes machines qu'il fallait? Enfin, il y a plein de questions. On répond, on envoie tous les documents et on n'a jamais de réponse. Alors après, les clients agissent directement au niveau du président du groupe. Et là, c'est une pression phénoménale, ce qui fait qu'il lâche, mais avec 6 mois de retard, quoi. À partir du moment où on prend dans l'entreprise tout ce qu'on peut et qu'on arrive dans certains cas que l'on voit en France ou dans d'autres endroits, carrément à des pillages des entreprises, alors là, ça devient catastrophique. Il n'y a plus d'industrie. Alors, on pille, l'entreprise devient un fruit sec, et après, on va dire, les fruits secs que l'on a en France ou en Europe, on n'en veut plus, et on va essayer d'aller en trouver d'autres dans les pays de l'Est ou les pays asiatiques. Ça nous permet d'avoir plus de bénéfices sur des pièces, de ramener du cash en France. Et avec ce cash nouveau qu'on ramène, on peut s'acheter des machines. Donc c'est... Je vois que vous prenez des images. Vous avez vu les autorités chez nous, vous aviez l'autorisation de... Non, parce que je suis resté sur les vous êtes resté sur la trottoir, ouais, d'accord. Les Américains, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et tout ça, ça amène à faire de la productivité. Et la productivité, on l'a fait où? Essentiellement, on l'a fait dans les ateliers. Et alors c'est vrai qu'on automatise de plus en plus, mais les gens, ils doivent travailler aussi de plus en plus. Donc il y a plus de pression également dans les usines. Et si on veut rester compétitif, on s'est obligé d'en faire encore beaucoup plus. Aujourd'hui, on entend nos directeurs nous dire qu'on est des bons à rien, qu'on ne sait pas travailler. Et qu'on ne fait rien pour faire avancer l'usine. Pourtant, vu... Je ne pense pas que ce serait développé. Si on était des bons à rien, que ça se serait développé, Franck et Pignard, comme c'est développé maintenant. Ils encouragent encore cette concurrence, ce dumping social. Et voilà, on a un gâchis social énorme. Aujourd'hui, on est touché parce que ce soir, on va nous annoncer qu'on a 22 emplois supprimés sur 37. Donc, on est très en colère et il faut que tout le monde bouge.
s'engage pour que ça s'arrête, quoi. C'est pas très fréquent les manifestations dans la vallée, c'est pas tellement dans la culture locale, non? Non, c'est pas dans notre éducation non plus. C'est la première fois que je manifeste, mais c'est pas pour le plaisir, c'est pour garder mon emploi. On appartient au groupe financier Alma, groupe anglais. Nous avons été interpellés lundi par des salariés qui sont venus affolés parce qu'ils sont arrivés au travail le matin, il manquait 8 machines et plus. Les machines sont parties en Tunisie et aujourd'hui la direction est en voyage. Donc je vous laisse libre à vous de savoir où est-ce qu'elle peut se trouver, quoi. Ici dans la vallée de l'Arve, il y a un superbe outil productif donc, qui a été façonné pendant quasiment 200 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu une croissance entre les années 95 et 2000, une croissance vraiment exceptionnelle, avec des entreprises qui étaient en parfaite santé financière, avec des fondamentaux qui étaient excellents. Et je suis persuadé que c'est ça qui a attiré les financiers. Aujourd'hui, les décisions économiques ne sont plus prises au niveau des cadres qui sont dans la vallée, mais sont prises au niveau de groupes internationaux qui sont très loin, donc les centres de décision ne sont plus ici. Et c'est vrai que le fait que plus personne n'ait de contrôle ici dans la vallée, pas plus les pouvoirs publics que les patrons traditionnels de la vallée, ça crée une inquiétude énorme parce que personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. À cause des Américains, ils achètent les usines françaises et après il y a le chômage. Les parents n'ont plus de travail. Les rapports industrie-finance, ils ont été absolument bouleversés, on va dire, au tournant des années 80, par ce phénomène qui est une partie intégrante de la mondialisation et qui s'appelle la déréglementation financière ou la libéralisation financière. Et la libéralisation financière, ça se passe en gros au milieu des années 80. Alors, d'ailleurs, là, c'est assez étonnant parce que c'est l'occasion de montrer que la mondialisation, c'est pas un truc qui choix de la planète Mars, hein, c'est pas les forces du cosmos qui sont à l'œuvre. Je veux dire, en général, on dit, vous savez, c'est la mondialisation, on n'y peut rien, puis c'est comme la loi de la chute des corps, hein. Qu'est-ce qu'on y peut? On va pas les manifester contre. Bon, et pourtant, il y aurait quelques motifs, parce que la libéralisation financière, ce sont des politiques publiques. C'est les États qui les ont qui l'a mise en œuvre. Et en particulier, en France, c'est une loi. Il y a une loi de déréglementation financière, c'est en 1985, et le paradoxe succulent, c'est évidemment que ce sont des socialistes qui l'ont faite. L'idéologie dominante de perception de l'entreprise aujourd'hui véhiculée par les marchés financiers, c'est considérer finalement que l'entreprise est un objet de propriété. Donc j'en fais ce que j'en veux, je l'achète, je vends, je cède des actifs, et on voit bien que cette approche-là est fondamentalement contradictoire avec l'approche de l'entreprise comme entreprise partenariale qui n'exclut pas des rapports de force entre salariés, actionnaires, dirigeants, mais qui en tout cas fait qu'il y a un intérêt commun. Ce qui a fait la force de la vallée de l'Arve, c'est que les patrons étaient impliqués dans leur entreprise. Ils vivaient avec l'entreprise, ils vivaient avec les ouvriers. Et c'est ça qui fait la force. Et nous, quand on a vendu, la direction était à Paris. Qu'est-ce qu'elle avait à foutre du décolletage en Haute-Savoie? Comme ça va être dans tous les fonds de pension actuels. Ils pensaient qu'une chose, c'est se remplir les poches et ils roulaient en BMW. Et là, 2 ans après, l'usine était en difficulté. 4 ans après, tout le monde était licencié. Et l'usine a été vendue tout récemment. Ça me fait de la peine. Vous vous dites créateur, bosseur, et ça, on ne va pas vous l'enlever. Heureusement. En même temps, vous revendez à des sociétés qui sont des sociétés financières, qui ne sont pas des bosseurs sur le terrain, et qui font de l'argent avec de l'argent. Et ça, pour moi, ça me paraît surprenant. Et tu as raison, c'est tout à fait le problème actuel. À qui on va revendre quand on sera à la retraite, que nos enfants ne voudront pas reprendre? Est-ce que c'est nous qui sommes responsables du futur destinataire de nos sociétés? Vous vendez quand même au plus offrant. Si vous vendez votre voiture, si vous la vendez à un Turc à 2000 € et puis à un Français à 5000 €, vous avez vite fait le choix. Hein. C'est pas le choix du Turc ou du Français. Raciste. Un Turc, il a 2000 €. Moi, à mon avis, aujourd'hui, on n'intéresse pas des industriels, on n'intéresse que des fonds de pension. Exactement. Pourquoi? Aujourd'hui, les entreprises compétitives, elles sont plus en France. Donc un industriel, il ira dans des pays low cost où il va acheter beaucoup moins cher. Et sauf erreur de ma part, depuis 2 ans, il n'y a pas eu d'entreprises qui sont vendues en dehors des fonds de pension.